Bonsoir Chérif, bon retour à toi et à la permanence. Vous nous aviez manqué. Professeur Jacques-Mariel Zouanke, professeur à la retraite de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est notre invité ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Comment se porte le droit administratif au Sénégal et qu'est-ce que d'abord le droit administratif? Le droit administratif, vous savez, c'est le droit qui s'applique à l'administration. C'est l'une des définitions, il y en a plusieurs. Voyons d'abord, il faut dire ce qu'est l'administration. C'est cet ensemble de structures, d'hommes, de personnes, qui est situé entre l'autorité politique et les citoyens, les fonctionnaires, les services publics, les ministères, même, etc. C'est tout cela l'administration. Et ce sont les procédés d'action de cette structure-là, l'évaluation, le suivi, la coordination. Ce sont ces actions-là qu'on appelle actions administratives. Alors c'est très important parce que c'est comme une courroie de transmission entre l'autorité politique et les citoyens. Et si elle fonctionne mal, cette courroie, les décisions politiques ne vont pas descendre au niveau des citoyens. Elles vont être déformées. Ce n'est pas une courroie qui transmet mécaniquement comme ça, comme une machine. Et elle interprète, elle filtre, etc. Certaines choses peuvent ne pas atteindre les citoyens. Les désirs des citoyens, les préoccupations des citoyens peuvent ne pas remonter au pouvoir politique si l'administration ne fonctionne pas bien. Oui, justement, comment se porte ce droit administratif? Autrement dit, comment il a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un mieux administratif quand on parle de ce droit? Alors, justement, ce droit administratif, le droit qui devrait s'appliquer à cette structure-là, a connu des hauts et des bas. Au début, on avait un droit administratif qui, tout de même, s'était affirmé avec des grands arrêts. L'administration était contrôlée, les actes annulés lorsqu'ils sont illégaux, etc. Et puis, on a eu une période un peu, je dirais, d'éclipse, au cours de laquelle on a mis un peu le droit administratif, peut-être pas à l'écart, mais à l'arrière-plan de tout ce qui concerne la Constitution et tout, etc. Et actuellement, nous sommes en train de faire renaître ce droit administratif. Comment se porte justement le droit administratif? Autrement dit, comment il a évolué? Est-ce qu'on assiste à un mieux administratif quand on parle de ce droit? Nous sommes en une période qu'on peut appeler de renaissance du droit administratif. Après une certaine léthargie, etc. Nous sommes en train d'y travailler. Le collègue d'Embassi et d'autres, nous invitons des gens qui viennent à Dakar au moins une fois par an pour en discuter. Et alors, le nœud du problème, c'est que l'organisation judiciaire est telle que le droit administratif n'a pas une place suffisante, n'a pas des structures suffisantes pour pouvoir être utile, n'est-ce pas, aux citoyens. L'organisation judiciaire, parlons-en. Oui. La Cour suprême Oui. a existé au tout début des indépendances. Oui. Elle a évolué. Un moment, en 92, elle a été supprimée. Création du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel. Retour à la Cour suprême, mais le Conseil constitutionnel est resté ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Faut-il revenir au Conseil d'État? Mais oui, moi je suis tout à fait partant pour revenir au Conseil d'État. Pourquoi? Je crois qu'il faut sortir tout ce qui est droit administratif de cette grande juridiction, haute juridiction qu'est la Cour suprême, pour en faire une juridiction à part. Vous voyez, on l'a tenté, comme vous venez de le dire, entre 1992 et 2000. Mais si les résultats n'ont pas été assez probants au plan de la hauteur de la jurisprudence, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas remettre cette structure là où elle doit être, c'est-à-dire une juridiction autonome, souveraine même, entre guillemets. Je ne veux pas que le mot souverain soit interprété n'importe comment. Et surtout, réorganiser de telle sorte qu'elle puisse être conforme aux besoins d'une juridiction administrative qui doit juger l'administration. On ne peut pas juger l'administration de la même manière qu'on juge un particulier. On a beau voir des règles communes, etc. Il y a toujours un noyau
qui ne peut pas être assimilé aux activités des citoyens. Alors, vous ne pouvez pas juger l'administration comme vous jugez. Alors, il faut donc une juridiction. La Chambre administrative fait bien son travail. Personne ici n'ose dire quoi que ce soit, mais on estime que, étant un démembrement, oui, n'est-ce pas, d'une structure, d'une haute juridiction, qui est plutôt une juridiction de droit privé, oui, il lui est difficile, vraiment, de rendre compte de la réalité administrative. Par exemple, oui, ils ne peuvent pas avoir un avocat de droit. Ils ont un procureur ou bien un avocat général, alors que ce qu'on appelait en France le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire quelqu'un qui explique aux juges ce qu'est le droit administratif pour un point donné, comment ça a évolué cette question et qui propose, etc. Ça, on ne l'a pas. Retour du Conseil d'État, faut-il aussi déconcentrer, décentraliser mais bien sûr le droit administratif? Il faut déconcentrer. Qu'est-ce qui nous empêche auprès des juridictions, des tribunaux de grande instance de prévoir des chambres administratives ou des sections administratives pour que le terme chambre ne soit pas confondu avec celle des chambres de la Cour suprême? On peut avoir des sections administratives et il y a la matière, puisqu'il y a la matière administrative. Le droit administratif, c'est aussi la responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens, des fautes commises, des accidents, etc. Et la réparation de ces dommages aux particuliers obéit à des règles spécifiques qui ne sont pas celles du Code des obligations civiles et commerciales. Il y a un Code des obligations de l'administration. Oui. Professeur, nous sommes rattrapés par l'actualité. Parlons de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La présidente, Mme Nafi Ngom Keïta Ndour, son mandat est en question. À quel moment peut-on dire que sa nomination à la tête de l'OFNAC a pris effet et à quel moment cette nomination, ce mandat, devrait-il expirer? Alors, faisons très rapidement les dates. Décembre 2012, l'OFNAC est créé. 25 juillet 2013, Mme Nafi Ngom est nommée présidente de l'OFNAC. 17 octobre 2013, le vice-président est nommé. 31 décembre 2013, les membres sont nommés. Déjà, vous voyez, ils n'ont pas été nommés au même moment. 26 mars 2014. 25 mars. 25 mars. Oui, 2014, oui. Ils prêtent serment, oui, devant la Cour d'appel. Le lendemain, 26 avril, oui, oui, c'est leur installation au Palais de la République. Alors, que disent les textes? Les textes disent qu'ils sont nommés pour un mandat de 3 ans, une période de 3 ans, et ils disent qu'avant d'entrer, ça c'est l'article 10, avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel, etc. etc. Oui. Donc par conséquent, les fonctions des membres ainsi nommés ont pris effet à partir de la prestation de serment. Si on avait le temps, on aurait développé l'argumentaire juridique sur la théorie des actes unilatéraux, mais ce n'est pas nécessaire, le texte est tellement clair. Oui. Alors, donc, cela veut dire que le mandat de 3 ans qui leur est conféré, oui, commence à compter à partir de la date de la prestation de serment. Et il expire le 3e anniversaire, oui, de la date de cette prestation de serment. En mars 2017. Mars 2017. Cela... Il faut qu'on le précise. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont prêté serment. Parce qu'il y a des corps dans lesquels les agents prêtent serment, mais ils le prêtent, le serment vaut pour toute leur carrière. Oui. Mais ici, il y a un élément, oui, c'est que la durée du mandat est limitée. Oui. Donc, par conséquent, cette durée-là, ce n'est pas dans tous les corps que ça se passe ainsi. Oui. Donc, ils doivent être protégés pendant cette période. Justement. Avec tout le mécanisme prévu par la loi pour une durée de 3 ans avant d'entrer en fonction. Ils ne peuvent accomplir aucun acte avant d'entrer en fonction. Justement, est-il possible de mettre fin à leur fonction avant l'expiration de leur mandat en mars 2017? Non, on ne peut pas mettre fin. Il est dit à l'article 6, il n'est mis fin avant leur terme aux fonctions des membres de l'OFNAC qu'en cas de démission, d'essai, etc. Donc, c'est un peu, je n'utiliserai pas le mot inamovibilité des magistrats, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont 3 ans garantis
Ça, c'est l'une des grandes garanties de leur indépendance pour exercer leur mission. Pendant qu'ils exercent cette mission de 3 ans, après leur prestation de serment, il ne peut pas être mis fin à leur fonction. En plus, ils sont 12, on ne peut renouveler qu'une moitié des membres. Oui, alors la loi prévoit qu'on peut les renouveler par moitié. Ça, c'est un autre problème. Les rédacteurs de la loi vont nous expliquer comment, parce qu'en général, lorsqu'il en est ainsi, cela se ressent dès le moment de la nomination. On connaît les membres qui sont tirés au sort, où il y a plusieurs procédés qui indiquent qu'eux, ils vont être renouvelés par tiers. Quels sont les actes administratifs susceptibles d'être attaqués et ceux qui ne le sont pas? Ah bon, mais moi je pensais qu'on parlait encore de l'OFNAC. Oui, vous voulez ajouter quelque chose sur l'OFNAC? Non, je voulais ajouter, n'est-ce pas, pour l'OFNAC, qu'il faut bien qu'on voit l'enjeu de cette question de la durée de mandat. Nous sommes engagés devant les juridictions internationales, devant les organisations internationales, de créer des organismes de lutte contre la fraude et la corruption. Et l'une des garanties de leur indépendance, c'est que pendant le temps, c'est pourquoi leur mandat n'est pas renouvelable comme ça, c'est renouvelable une seule fois. Dans d'autres structures d'ailleurs, ça ne peut être qu'un mandat unique non renouvelable. On veut que pendant ce temps-là, ils exercent leurs fonctions en toute indépendance. Si nous remettons ça en cause, nous remettons nos propres engagements internationaux. Vous diriez à Monsieur le Président de la République qu'il les nomme quoi? Comment? Vous diriez quoi à Monsieur le Président de la République qui nomme les membres de l'OFNAC? Non, Monsieur le Président de la République nomme les membres de l'OFNAC, il prête serment. À la fin, 3 ans après la prestation de serment, il prend la décision qu'il veut, ou il est reconduit, ou il nomme d'autres. Ça, c'est un pouvoir discrétionnaire, n'est-ce pas, au Président de la République. Il y a aussi l'utilité de cet office qui a produit son premier rapport, depuis lors qui est entre les mains du procureur de la République, qui a confirmé qu'il a reçu le rapport. Est-il compréhensible que le procureur n'ait toujours pas réagi? Ah non, là, nous entrons dans les méandres judiciaires. Le procureur est maître de poursuite. Il fait ce qu'il veut avec ses dossiers, ce qu'il veut, entre guillemets. Oui. Le procureur est sous la responsabilité aussi d'autres autorités, non? Non, là vraiment, je ne pense. Le procureur, il classe, il reprend l'instruction, il a vraiment le pouvoir discrétionnaire de gérer son dossier comme il l'entend. D'ailleurs, la loi dit, à partir du moment où l'OFNAC a transmis au procureur, il est dessaisi. Il est dessaisi, tout à fait. Maintenant, les actes administratifs susceptibles de recours et ceux qui ne le seraient pas. Bon, alors là, c'est un grand chapitre du droit administratif. L'idée, c'est que les actes susceptibles de recours sont ou bien illégaux, ou bien ont porté grief à d'autres personnes. Et vous prenez une décision qui vous accorde une faveur. Par exemple, vous avez une autorisation de construire. On vous l'a délivré dans des conditions qui ne respectent pas le droit d'urbanisme. Vous construisez, le voisin n'a plus de lumière. Vous pouvez parfaitement attaquer cette autorisation si elle a violé les règles qui présidaient à l'octroi de cette autorisation. Donc, il faut un grief. Quel est l'acte qu'on ne pourrait pas attaquer? Alors, on les appelait en droit administratif les actes de gouvernement. Ils sont en voie de disparition et il est souhaitable qu'ils disparaissent. Il en existe encore au Sénégal? Oui, il en existe, par exemple, lorsque le président de la République convoque l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas convoquer, vous ne pouvez pas envoyer le décret de convocation de l'Assemblée en session extraordinaire, ça s'appelle quoi, à la Chambre administrative. Les questions qui concernent les relations internationales, reconnaissance ou non, n'est-ce pas, d'un État. Il y a comme ça un petit noyau dur d'actes non susceptibles de recours. Mais vraiment, l'État de droit exige que progressivement, ce type d'actes-là disparaisse. Dernière chose, la frontière entre la Cour suprême et le Conseil constitutionnel. Il y a quelque temps, vous avez produit un texte intéressant en disant que la compétence constitutionnelle de la Cour suprême a disparu avec la dernière révision constitutionnelle. Oui, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez, dans l'ancien article 92, il y avait les compétences du Conseil constitutionnel, celles de la Cour suprême et celles de la Cour des comptes. Alors, dans le texte final, les compétences de la Cour suprême ont disparu. Alors, si c'était la Cour suprême et la Cour des comptes, j'aurais compris qu'on veut réserver l'article 92 au seul Conseil constitutionnel. Mais la Cour des comptes y est et la Cour suprême n'a plus de fondement constitutionnel. Moi, je m'en suis inquiété et je n'ai pas de réaction jusqu'à présent.
Mais si la réflexion est en cours, parce qu'on veut peut-être transformer la Cour suprême, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'on veut faire revenir le Conseil d'État, etc. Tant mieux. Tant mieux. Moi, si ce n'est pas le cas, il faut rectifier cela. Ben, oui, c'est-à-dire il faut rectifier, il faut remettre dans la Constitution la Cour suprême à sa place, si c'était par inadvertance. Mais si c'était délibéré, il faut que le motif pour lequel on l'a soit connu des citoyens et qu'on l'explique. Merci, professeur Jacques-Mariel Zouanke, professeur de droit administratif à la retraite. Merci d'être venu à l'invité du 20h, Chérif Setou, pour ce soir. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf. Souhait renouvelé de bon retour à la permanence. Garde bien la boutique. Excellente soirée.